Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier podcast dans le local de l'association Déborah. Aujourd'hui je suis avec la présidente. Toudou. Bonjour Rachel. Bonjour Alex. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ouais, et toi? Eh ben écoute, on va partir pour des questions, et pas forcément que des questions sur l'association, mais Ok. quand même pas mal. On est parti directement. Ma chère petite Rachel, qui es-tu en dehors d'être la présidente de l'association Déborah? Alors pour me présenter, il faut quand même que je dise que je suis la présidente de l'association Déborah. Alors, je m'appelle Rachel, j'ai 31 ans et je suis la présidente de l'association Déborah. Et je suis... c'est compliqué de me présenter. Et je suis conseillère de prévention à l'assurance maladie de Paris. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Ah, c'est ça ta question. Pourquoi moi, je suis partie l'association sur le Déborah? parcours professionnel. Non, mais oui. Qui es-tu en dehors de l'association Déborah? Alors, en dehors de l'association Déborah, je suis une amie plutôt marrante, C'est vrai. une femme plutôt gentille, et je suis une personne extrêmement sensible et dévouée pour les gens que j'aime. Si je devais me décrire. Oui, c'est une bonne description. Et très, très sensible. Oui. À la limite d'être susceptible parfois. T'inquiète pas. On est tous un peu susceptibles, blessés. Voilà. Je pense pas que je suis quelqu'un qui arrive à me décrire facilement. Je laisse plutôt les autres me décrire, mais je suis pas quelqu'un qui me décrit facilement. On me dit souvent que je suis pas quelqu'un qui me rend compte de ce que je suis et de ce que je vaux. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui arriverait à me décrire. Et quand je me décris, c'est soit de mon parcours professionnel, soit de ma santé. Mais je me décris pas l'être que je suis moi-même. Donc c'est un peu compliqué à me décrire, mais je dirais que je suis quelqu'un de brisé, mais debout. D'accord. Voilà. Ok. C'est une bonne description, je crois. C'est pas... C'est... D'accord. Ouais. Ok. Bon, après, je suis pas là pour faire sa psychanalyse. Je vais pas dire mais pourquoi vous êtes brisé. Non, non. Oh tu connais ma vie, Oui, je bien pense. sûr. Et moi, j'ai une autre question. Bon, moi, je suis un de tes proches. Mais comment tes proches, de manière générale, tu penses qu'ils te décrivent? Je pense que moi, déjà, je t'ai déjà fait des retours. Sarah ou d'autres membres de l'association. Alors, que ce soit dans le cadre de l'association ou même les gens de mon entourage, puisque les gens de mon entourage font tous partie de l'association Déborah, on me décrit comme quelqu'un de gentil, trop gentil, quelqu'un d'intelligente, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de sensible, quelqu'un de touchante, quelqu'un de généreuse, je pense, têtu, très têtu, extrêmement têtu, et quelqu'un qui en fait a réussi à faire de son épreuve une force. Et je pense que moi aussi au fond je le sais, mais que c'est pas quelque chose que je vais dire forcément moi-même. En fait, c'est plus les gens que j'aime qui vont me le dire, qui vont me dire mais tu sais, je sais pas comment tu fais ça, moi j'aurais pas pu, j'aurais perdu ma soeur, j'aurais perdu mon frère, j'aurais pas pu créer une association et j'aurais pas pu me lever tous les matins en racontant et racontant et racontant encore la pire épreuve de ma vie en fait finalement. Mais moi j'ai réussi à en faire une force et j'ai toujours fonctionné comme ça dans la vie. Dans tout ce que j'ai vécu, avant même la mort de Déborah, chaque chose que j'ai vécue, j'ai essayé d'en faire une force ou quelque chose au moins qui me permettrait de vivre avec ça. D'accord. C'est comme ça que les autres me décrivent. Oui, c'est vrai qu'on te décrit quand même pas mal comme ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai du mal, moi, à parler, du coup. Parce que c'est difficile. On est plus dans le cadre d'une interview, finalement, que d'un podcast. Mais oui, bien sûr, c'est vrai qu'on te décrit comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que tu es vraiment très forte comme femme, de manière générale. Dans la vie de tous les jours, aussi. Tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Il faudrait que tu en parles plus, on va dire, au niveau de l'association. Mais... C'est vrai. C'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est une autre question. C'est vrai. Mais disons que en fait, j'ai toujours peur, dans le cadre de l'association, de montrer mes faiblesses que tu connais, parce que c'est des choses qui font partie de moi, mais que j'ai pas forcément envie de partager. Et je sais que ça pourrait donner beaucoup d'exemples à des personnes, parce que le fait d'être malade, voilà, tu le sais, j'ai pas une santé de fer.
Le fait d'être malade, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient regarder un jour un podcast ou une vidéo et se dire bah moi je suis malade et je peux quand même faire des études, je peux quand même faire un métier que j'aime, je peux quand même me marier, avoir peut-être des enfants, je veux avoir des amis qui m'aiment vraiment. Les gens qui sont malades et qui ont peur de mourir, parce que c'est pas un gros mot, ont tendance à avoir peur de s'attacher aux gens et avoir peur de faire des études ou d'aller dans des longs cursus. Ce qui n'empêche rien, finalement. Oui. Ce qui On peut n'empêche arriver au bout maintenant, On peut avec arriver les au progrès bout. de la médecine. Tout on à vit fait. de plus en plus longtemps. Voilà, donc si j'avais juste une chose à dire, j'ai le double de l'âge de ce que les médecins m'ont donné à la naissance. Donc pour dire que des fois... Plus que le double, normalement. Moi, la nouvelle, c'était... 15 ans. Elle fait pas l'heure, genre. Ah oui, à la naissance, oui, mais à l'âge d'1 an et demi, on est parti voir mes parents, on a dit votre fille dépassera jamais les 15 ans. J'en ai 31. Donc ils se sont trompés. Ils se sont trompés, mais ils se sont trompés. Et tant mieux, donc si un jour je pouvais dire quelque chose, je sais pas si cette partie sortira, mais si un jour je peux dire quelque chose à des personnes qui sont malades, c'est qu'on peut tout à fait vivre normalement en étant malade. On peut tout à fait poursuivre ses rêves et aller au bout de ce qu'on veut. C'est vrai. Voilà. Qu'on soit malade ou pas malade. Hein, oui, bien sûr, bien évidemment. On s'adresse à tout le monde, hein, quand même. Bien évidemment, mais voilà, c'est vrai que les personnes qui sont en mauvaise vrai, santé ont tendance à se dire j'y arriverai pas, quoi, ça sert à rien. Je vais faire des études, je vais mourir, ça sert à quoi? Et non, faut pas penser comme ça. Parce que même si moi, finalement, mes études, j'ai pas été au bout et j'ai fait autre chose, bah, j'ai quand même fait quelque chose. Et ce que j'ai fait, j'ai créé l'association. Si j'aurais pas fait médecine, je pense que j'aurais même pas su par quoi commencer. Oui, pour bah créer après, t'es un être l'association. humain comme les autres. Tu sais, souvent, quand t'es dans un cursus long, en plus, c'est quoi, 7 ans? 12 ans. 12 ans. Mais t'as fait médecine plus. Voilà. Donc en fait, quand tu as un cursus long comme ça, tu peux te remettre en question en cours de route, hein, Tout à fait. même malade ou pas malade. Hein. Je pense qu'il y a dans les statistiques plus de 40% de personnes qui abandonnent médecine et c'est pas honteux. Non, et pareil, c'est pas honteux, si un jour, mais... voilà, cette partie, quelqu'un l'entend qui a fait médecine et qui au bout de 3 ans, 6 ans, 10 ans, s'arrête et veut devenir n'importe quel métier, peintre, artiste, chanteur, danseur, peu importe, en fait, c'est pas grave. C'est pas honteux, c'est pas dérangeant. Moi, c'est quelque chose que j'ai subi en arrêtant. On m'a dit, mais pourquoi tu arrêtes, etc. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui dans mon association et même dans mon métier, je trouve, m'apporte 1 milliard de fois plus de satisfaction que si j'avais fait médecine. Mais c'est personnel. Pour moi, les médecins, c'est des héros du quotidien. Mais pour moi, dans ma vie à moi, je suis heureuse aujourd'hui comme je suis. Et différemment, je pense que je ne le serais pas. Super. Voilà. Beau. Je suis partie sur de la psychothérapie. Alors oui, bah, je vais partir encore plus de la psychothérapie là, avec la prochaine question. Là, tu n'es pas prête. Ouh là là. Comment tu étais enfant? Ouh là là. Alors, en commençant par une phrase très drôle, j'espère ne pas avoir un enfant comme moi, parce que j'étais une terreur. J'étais une petite fille très, très, très capricieuse. Les gens qui m'entourent savent que je le suis toujours un petit peu. J'étais très, très capricieuse. J'étais très intelligente. Je comprenais le monde des adultes alors que j'étais un enfant. Donc ça a été dur, mais je me créais une carapace en étant très capricieuse. J'étais vraiment la petite fille à mon papa. J'ai tout de suite compris un petit peu comment était la vie, on va dire. Parce que j'ai été amenée petite à être dans les hôpitaux, à être dans des endroits forcément où tu vois la vraie vie. Donc forcément, j'avais des questions d'adultes en fait qui revenaient. Et même dans ma vie avec mes parents et ma sœur, j'étais un peu l'adulte de la famille. La seule personne avec qui j'étais un enfant, mis à part que j'étais la fille à mon papa, c'est avec ma sœur. Avec ma sœur, j'avais vraiment ce côté où j'étais l'impression que c'était une petite maman et moi j'étais un bébé. Avec elle, j'avais vraiment ce côté bébé. Et je crois que jusqu'à sa mort, j'ai eu ce côté bébé avec elle. Donc, parce qu'on avait 10 ans d'écart avec Déborah, forcément. Donc, mais j'étais très intelligente, très curieuse. Je voulais tout savoir, tout comprendre, tout connaître. Je posais des questions tout le temps. Et c'est quelque chose que je pense qui manque à l'âge adulte, c'est qu'on perd ce côté un peu innocent. Parce que même quand tu as une vie difficile, tu as quand même ce côté un peu innocent enfant. Quand tu deviens adulte, tu le perds. Et moi, c'est un truc qui m'a manqué parce que ça, je l'avais pas enfant. Je savais ce que c'était la vie, la mort, les difficultés, et ça m'a manqué. Donc ça me manque encore plus aujourd'hui parce que finalement, je crois que j'ai jamais connu ça. Ce côté un peu innocent. Peut-être tu te rattrapes maintenant aujourd'hui, je sais pas. C'est peut-être pour ça que je suis un peu l'enfant du groupe. Mais
peut-être que je me rattrape effectivement aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Quand je vois des fois des enfants, je me dis, mais ils ont une légèreté d'esprit. Quand je vois même Jonas, comment il parle, ou je vois mes petits-neveux, je me dis, mais moi, j'ai jamais eu ça, en fait. Parce que très jeune, j'ai compris ce que c'était la mort, la maladie, les difficultés. Et c'est pas grave, ça fait partie de ma vie et je pense que ça fait partie de qui je suis. Mais c'est quelque chose qui, je pense, me manquera toujours. Parce que je l'ai pas connu. Mais ça n'empêche pas que j'étais une petite fille très très drôle. Un vrai petit monstre. Oui, bah on a vu les photos. Ah ouais, non, mais vraiment, je faisais des caprices quand j'avais pas ce que je voulais. Et le pire, c'est qu'on me cédait tout. Ah ouais, c'est quoi ton pire caprice? Bah, j'étais pas quelqu'un qui mangeait beaucoup. Et je demandais tout le temps des glaces, des pains au chocolat, mais genre 10 minutes avant le repas. Et je faisais juste. Et c'était bon. Il y avait Déborah ou papa qui descendait à la boulangerie d'en bas et j'avais mon pain au chocolat ou mon petit jouet. Et une fois, c'était fermé. Du coup, papa, pour me pardonner, il est parti m'acheter une poupée. Ah, les poupées, c'était ouvert. Ah, les poupées, c'était ouvert. Les poupées, c'était ouvert. Une fois à Deauville, pareil, j'ai demandé une poupée avec un panier plein de jouets. Et c'est Déborah qui a porté en plus ma poupée et mon panier parce que c'était trop lourd et que j'étais fatiguée. C'était des tonnes de caprices comme ça. Déborah, je voulais qu'elle joue alors que Déborah et moi, on a 10 ans d'écart. Je la forçais à jouer à la poupée. Elle avait 15 ans, j'en avais 4. C'est dur pour elle, la pauvre. Mais elle jouait quand même. Ah oui. Et je sais pas si elle s'amusait, mais elle jouait quand même. Elle était contente en tout cas. Bon, bah, elle était contente. Ouais, C'est elle le kiffait. principal. On a fait la prof, on a fait la cuisine. Je lui ai demandé si elle voulait goûter de la nourriture en plastique. Elle était pas très chaude, j'avoue. Mais on a des beaux moments. Franchement, mon enfance, c'est des beaux moments et je pense que c'est quelque chose que je suis hyper heureuse qu'on m'a donné. C'est que j'ai une mémoire. Je me souviens de tout. De tout. Donc je me souviens de mon enfance très en détail. Ça, c'est ça cool. qu'il a une bonne mémoire. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais revenir sur le fait que, tu vois, l'exercice du podcast, ça permet de déjà, moi, te poser des questions. Et en même temps, moi, je vais en apprendre sur ta vie. Donc là, aujourd'hui, tu la connais, ma vie. Hein. Oui, mais là, j'apprends. Et c'est beau. C'est Moi, vrai. j'aime bien cet exercice-là, en tout cas, du podcast. J'espère que tu es à l'aise en Ah tout ouais, cas, ouais, dans, franchement, dans ouais, de cet ouf. exercice directement. Moi, j'ai une autre question. J'ai que des questions, de toute façon, c'est une interview. Ouais, Voilà. principe, hein. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as toujours eu ce côté engagé? Oui, toujours. Avant d'ouvrir mon association, j'ai été bénévole de l'association Grégory Le Marchal pendant plus de 10 ans. Quand j'étais petite, j'étais fan de Grégory. Et je me voyais beaucoup en Grégory quand j'étais petite parce qu'il était malade. Et que je me disais, mais il est devenu chanteur. C'est incroyable, je savais même pas qu'on pouvait être malade et être chanteur. Bah forcément, quand on est petite, on s'imagine pas ce genre de choses. Et c'est quelqu'un vraiment qui me donnait énormément d'inspiration. Et quand il est décédé, bah, ça m'a fait beaucoup de peine. Vraiment, ça m'a fait de la peine. Et quand ils ont créé l'association Grégory Le Marchal, qui lutte contre la mucoviscidose, bah, j'ai voulu aider. Donc j'étais mineure à l'époque, donc j'ai aidé comme j'ai pu. Les parents de Grégory ont fait des travaux à l'hôpital Robert Debré où j'étais suivie. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer. Et je me suis tout de suite attachée à eux et à leur entourage. Et en fait, à partir de là, j'ai eu un vrai engagement envers l'association. Et pendant 10 ans, j'ai été bénévole de l'association. Donc ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur, l'engagement. Parce que, en fait, si tu veux, il y a toujours, bien sûr, il y a énormément d'associations. Donc c'est très dur de trouver son association. Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose de bien, en quelque sorte, et aider les autres. Donc j'ai toujours aimé, on va dire, le bénévolat et l'engagement associatif pour moi, qui est important. Après, on n'a pas forcément toujours le temps, ni l'énergie, ni les fonds nécessaires à pouvoir être bénévole d'une association. Mais pour moi, c'est quelque chose qui était important. Donc même avant d'ouvrir l'association Déborah, j'étais dans le milieu associatif. Et ça me plaisait. Oui, donc ça t'a peut-être donné envie, ou tu avais, on va dire, la connaissance et peut-être les facilités de te dire, ah, je vais pouvoir lancer mon association et tout. Ou tu as découvert plein de trucs quand tu as lancé l'asso? J'ai découvert plein de trucs quand j'ai ouvert l'association, parce que l'association Grégory Le Marchal, sans offenser personne, a eu des facilités à ouvrir l'association. Grégory était déjà connu.
Donc moi, quand j'ai ouvert mon association, ça s'est pas du tout passé de la même manière. Déborah n'était pas connue, moi, je ne suis pas connue. C'était très difficile d'ouvrir une association, surtout sur une maladie aussi rare. L'endocardite infectieuse, c'est rare. Je connaissais pas, moi, la muco avant Grégory. J'espère qu'un jour, Tu dans vois. 20 ans, quelqu'un dira je connaissais pas l'endocardite jusqu'à Déborah. Bah, nous, on connaît déjà, en tout cas. C'est Et déjà puis les gens beaucoup. qu'on sensibilise tous les ans à la journée associative, hein, bien Et évidemment, bien, effectivement. à Romainville. Donc, on Puis- essaye au max. Et puis, c'est surtout une des journées pour les enfants. Donc, Ben, c'est ça. ils adorent. C'est la nouvelle génération. Là, Et puis, le rendez-vous, c'est devenu. c'est devenu le rendez-vous. Et puis, finalement, si un jour, on arrive... Pour l'instant, bien évidemment, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Le nombre de décès diminue, ce qui est déjà bon signe. Peut-être qu'un jour, le nombre de cas diminuera. Et peut-être qu'un jour, le nombre de cas... On aura une année où il y aura 0 cas d'endocardite infectieuse. Faut y croire. Après, c'est long, bien évidemment. C'est une maladie qui est très sournoise. Donc, c'est compliqué à diagnostiquer tôt. Mais c'est le but de l'association Déborah aussi. C'est de lutter contre cette maladie qu'un jour, elle n'existe plus. Si un jour, on met la clé sous la porte parce que l'endocardite infectieuse, elle n'existe plus, c'est une maladie qui est éradiquée. Pour moi, j'aurais réussi ma vie. Ah oui, bien sûr. Et plus, encore. Et plus. Et celle de mes enfants. Celle et... des autres. Ouais. Pendant tu auras sauvé la vie de certaines J'aurais personnes. sauvé la vie de beaucoup de personnes et puis j'aurais laissé un héritage, on va dire. De toute façon, nous, notre objectif, c'est que même une personne qui nous envoie un message privé nous dit ouais, c'est quoi l'endocardite et que plus tard, il peut l'éviter grâce à nous. On a réussi. On a réussi le job, tu vois, t'as compris. Notre mission, elle est finie à ce moment-là. Le nombre de personnes qui m'envoient des messages en privé, j'ai une endocardite, vous vous rendez pas compte quel plaisir ça fait de voir une association qui lutte contre une maladie que moi-même, quand je l'ai eue, j'en ai parlé à mon entourage, ils m'ont dit mais t'es sûr que c'est ça? Mais je comprends pas. Et en fait, c'est ce genre de message, mais pour dire, je les mets en épinglé, t'as dû le voir, je les mets en épinglé sur le compte de l'association parce que ça me fait plaisir de les voir. Et des fois, quand il y a des moments où je craque et je me demande pourquoi je fais ça, parce que ça arrive, c'est humain, je regarde ça et ça me suffit en fait. Parce que c'est pour eux que je le fais. Déborah, aujourd'hui, malheureusement, elle est plus là. Donc même si au fond, au début, je l'ai fait pour elle et pour moi, aujourd'hui, elle n'est plus là. Donc si je le fais, c'est bien évidemment pour les personnes qui restent et qui sont encore en vie et qui ont eu une endocardite infectieuse. Et qui, eux, par contre, ont besoin d'aide. Ont un besoin, mais énorme d'aide. D'aide psychologique, d'aide médicale, d'aide financière parfois aussi, parce que c'est des gens parfois qui perdent leur travail. L'endocardite infectieuse, c'est pas une maladie où tu rentres à l'hôpital, tu sors, c'est fini. J'ai des patients, ça fait 2 ans qu'ils sont en traitement, qui peuvent plus travailler, qui ont peur aussi. Voilà. Voilà, oui, c'est vrai. C'est le mot de Déborah qu'on va dire au moins 1 milliard de fois. Voilà. Oui, on en fera des t-shirts et des casquettes un jour. Voilà. Non, voilà, surtout. Voilà. Voilà, point. D'accord, bah super. Franchement, t'as bien répondu. J'aime beaucoup la réponse par rapport à l'association Grégory Le Marchal et tout. Donc, t'étais déjà dans le milieu associatif, etc. Quelle valeur t'a été transmise durant ton éducation? Quelle valeur t'a transmise Déborah? Alors, Pardon. Déborah, elle m'a transmis beaucoup de choses. Le respect des autres. D'être reconnaissant de ce qu'on a. Elle m'a appris le travail, le partage, l'intelligence du cœur. Elle m'a appris que dans la vie, faut savoir se gérer, que c'est important de se fixer des objectifs, que parfois on commence dans la vie avec un handicap et qu'on peut montrer aux autres de quoi on est capable. Elle m'a appris que c'est important de compter sur soi et sur les gens qu'on aime, mais surtout sur soi. La meilleure personne qu'on doit rendre fière, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est ça que Déborah, elle m'a transmis. Moi, j'ai grandi dans une éducation où malheureusement, on comptait beaucoup sur les autres. Et Déborah, elle m'a appris qu'il faut... C'est pas qu'il faut pas faire ça, c'est qu'il faut pas faire ça comme ça. Il faut compter sur soi. Il faut se fixer des objectifs, il faut aller de l'avant, il faut aller plus loin, soi-même. Et pas penser que les autres vont le faire pour nous. Et c'est comme ça qu'on avance. Déborah, elle m'a appris aussi qu'on peut démarrer très mal dans la vie et aller très loin. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris que dans la vie, rien n'est acquis.
Elle m'a appris malheureusement, ça j'aurais préféré qu'elle ne me l'apprenne pas, mais qu'on peut perdre les gens du jour au lendemain. Et que les gens qu'on aime, c'est important de les chérir maintenant et pas quand ils sont plus là. Elle m'a appris que on peut tout donner par amour. On peut tout donner pour les gens qu'on aime, pour son enfant. Et elle m'a appris que c'est toujours plus facile la vie avec un petit grain de folie et d'innocence aussi. Et qu'on gagne tous à penser comme Déborah, en fait. Déborah, je disais que c'était une femme dans le corps d'un enfant. Dans le cœur d'un enfant, plutôt. Enfin, c'était une femme avec le cœur d'un enfant. Plutôt, c'est ça que je voulais dire. Et ben en fait, on gagne tous à penser comme ça. C'est tellement plus facile quand on pense comme ça. Je sais pas, moi je le fais enfin apparemment, Oui. moi je le fais naturellement. Effectivement. Tout ce que j'ai compris. Mais j'ai un peu de naïveté en moi aussi, donc ça joue. Ouais, mais ça fait les plus belles personnes. En fait, moi j'essaie toujours de voir le positif chez les gens, même s'il y en a pas trop des fois. Mais voilà, moi je trouve qu'il faut être comme ça. Bon, pas trop, mais il faut l'être, bon, avec les bonnes personnes, on va dire. Pour moi, l'entourage c'est important de toute façon. Donc, C'est vrai qu'elle pensait comme ça. Elle avait une façon de penser très innocente finalement, vraiment innocente. Et en fait, c'est hyper agréable quand t'as tes difficultés de la vie, tu penses comme ça, tu t'arrêtes 2 secondes, tu penses comme ça, tu fais bah oui, elle a raison. Parce que même si elle est plus là, je lui parle beaucoup. Et des fois, je te jure que je fais bah oui, t'as raison, hein, alors qu'elle est pas là. Oui, bah après, c'est comme ça qu'on fait un peu le deuil et tout, des gens qui sont proches de nous. Mais moi aussi, hein, je me suis déjà retrouvé à parler à mon grand-père. Tu vois. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ouais, pas bête. En fait, moi, ça me fait du bien de faire ça. Qui était Déborah pour toi? Alors, Déborah, c'était ma sœur, bien évidemment, ma grande sœur, mais c'était aussi une petite sœur, parce que c'est quelqu'un qui me demandait beaucoup de conseils et qui se confiait beaucoup à moi, qui s'appuyait sur moi comme je m'appuyais sur elle. C'était aussi une petite maman pour moi. C'était une amie, une confidente, un peu tout. Ouais, c'était un peu ton point d'ancrage dans ce monde, on va dire. Dans ta vie. Tu sais, on a tous une personne un peu... je sais pas comment dire. Qui on gravite autour de cette personne. Un pilier. C'était mon armure, surtout. Ah oui? Oui. C'était mon armure, surtout quand j'étais petite. Parce que on a vécu des choses difficiles quand on était petite avec ma sœur. Et en fait, c'était vraiment mon armure. C'était vraiment la personne à qui je m'accrochais. J'avais l'impression que c'était elle et moi et le monde. Ok. Et je pense que même si en grandissant, la vie fait que, j'ai toujours gardé au fond de moi ce petit côté. Je suis sûre que si elle était là, elle aurait été en... Ah oui, c'est sûr, c'est moi. Ça fait plaisir. Mais non, c'est super beau en plus que tu aies fait cette association après, quand même. C'est un peu un hommage aussi au quotidien. Oui. L'année dernière, la journée bien prendre soin de son cœur, c'était le jour de son anniversaire. Et c'était le jour de ses 40 ans. Et en fait, je trouvais que c'était le meilleur moyen de lui rendre hommage. C'est de lutter contre la maladie qui nous l'a pris. Parce que, quoi qu'on dise, sa mort, elle est injuste. Ah oui, bien, c'était brutal. Elle était brutale et elle est injuste. Parce qu'elle est morte d'une maladie qui aurait pu être évitée. Suite à une malformation qu'on n'a jamais vue. Donc en fait, tout, malheureusement, dans sa vie, aurait pu faire que ça soit évité. Il aurait suffi qu'une fois elle aille chez le cardiologue pour qu'on voit ce qu'elle a. Sauf que quand on est une femme en bonne santé, on va pas penser à aller chez le cardiologue. Quand on est une femme en bonne santé et qu'on a juste un petit abcès qui fait légèrement mal, on va même pas chez le dentiste. Il y a énormément de témoignages de personnes qui me disent « Mais moi j'ai un abcès, je fais un bain de bouche. » C'est impressionnant en fait finalement. Donc la mort de Déborah, quoi qu'on en dise, est extrêmement injuste. Et en fait, l'association, pour moi, c'est le meilleur moyen que ça ne recommence pas. C'est pas possible. Je peux pas entendre, je peux pas accepter qu'une personne aujourd'hui meure faute d'une prise en charge, d'une infection qui a été mal soignée et qu'elle rentre à l'hôpital et qu'elle meurt en 24 heures d'une infection de la paroi interne du cœur. C'est pas possible.
Quel souvenir te revient instantanément? Alors, je peux en dire plusieurs. Tu peux en dire autant que tu veux. On a tout le temps de la terre. Le premier, c'est à mon mariage. Déborah, donc c'est le moment où je danse avec mon mari. Donc c'est en théorie un slow. Un slow, pour ceux qui ne savent pas, c'est une danse entre deux personnes. Je pense que Déborah ne connaissait pas cette définition parce qu'elle s'est mise au milieu. Et que quand on lui a dit « attends un peu », elle a fait « ok » et elle est restée au milieu. C'est limite si elle n'a pas poussé mon mari. Et pendant toute la relation danse... très fusionnelle. Ah, c'est plus du fusionnel, là, c'est du... Voilà. C'était le mariage de sa petite sœur et de Samuel. Mais de sa petite sœur. C'était important. Donc c'est le moment à chaque fois et je vois encore sa tête hyper heureuse. Vraiment, elle était... C'est limite si elle n'a pas pris le micro pour crier félicitations 18 fois pendant le mariage. Et il y a eu aussi, en parlant du mariage, le deuxième souvenir... Pendant notre cérémonie religieuse, elle a pleuré. Mais c'est pas elle a pleuré, c'est elle a pleuré. Vraiment, elle a fait que pleurer tout le mariage. Je lui ai dit, mais tu sais, elle m'a dit non. Les chutes du Niagara. Oui. Elle me dit, mais c'est parce que je suis heureuse. Je dis, bah là, ça se voit pas. Enfin, elle a pleuré vraiment beaucoup. J'ai plein de photos d'elle qui pleure dans les bras de mes amis. Mais elle est mal, hein. Mais en fait, elle était super heureuse. Et ou au moment où elle a voulu que je lui fasse sa bénédiction, parce que voilà, chez nous, au moment où on se marie, on te dit tu peux faire des bénédictions aux gens que tu aimes, tu leur donnes des bonnes ondes, etc. Tu leur souhaites des bonnes choses. Elle a poussé tout le monde, elle n'a pas fait la queue comme tout le monde. Bah non, c'est ma sœur, je vais pas faire la queue. Vous n'êtes pas les petits gens, moi c'est ma sœur. Hein. Donc il y a plein de souvenirs comme ça à mon mariage. Un gros caractère. Et après, j'ai fait ma maline, mais le jour où elle s'est mariée, j'ai pleuré autant qu'elle. Et j'ai pas poussé au moment du slow, mais j'aurais pu. J'aurais pu. Par exemple, elle a fait un slow avec... Non, même pas, c'était naturel. Elle a fait un slow avec mon papa. Et à un moment, ma mère et moi, on est venus et on a fait un slow à 4. Ah bah. C'était trop mignon. À chaque fois que je regarde cette vidéo, je rigole et je pleure en même temps. C'est vraiment un mélange d'émotions parce que déjà, je comprends pas comment tu peux faire un slow à 4. Mais c'était hyper beau, en fait. On était tous en pleurs. C'était vraiment très magnifique. Mais c'était un beau moment. Donc j'ai plein de souvenirs à son mariage. J'ai plein de souvenirs à la naissance de Jonas. Plein de souvenirs dans notre enfance, que ce qu'on faisait comme bêtises. Une fois, par exemple, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans et elle 15-16. Et en fait, on était à Deauville avec mes parents. Parce que nous, on partait beaucoup à Deauville quand on était Ouais, c'est le Chécard, Deauville. Pour nous, c'était la valeur sûre de mon père. Et, on va où, Deauville? On va où, Deauville? Cherchez pas à comprendre midi à 14h. Et donc Déborah et moi, on s'ennuyait parce que mes parents étaient partis donc dans un tabac. Et donc on s'ennuyait, tu vois. Enfin, on prend un chocolat chaud, au bout de 5 minutes, on s'ennuie, quoi. Donc Déborah a dit, je vais balader la petite, on va se balader sur le marché et tout. C'est pas vrai, on ne s'est pas baladé sur le marché. On a pris le bus vert et on est parti à Cabourg. On n'avait pas de téléphone portable et on était mineurs toutes les deux. C'est à côté, ça va, normalement. Ouais, mais bon, quand t'es petit. Mais bon, t'as pas de téléphone portable. Donc, du coup, au bout d'un moment, et on a menti. Oui, mais ça, mes parents, si un jour regardent cette vidéo. C'est des années 2000 en plus, là. C'est cabine téléphonique, tout ça. Là. Donc, on prend le bus vert. On avait un petit peu d'espèce. On prend le bus vert. On s'est pris une glace sur Cabourg. On est revenu. Donc, on est resté quand même 3 bonnes heures, je crois même 4. On est revenu comme si de rien n'était. Ah, vous avez fait quoi? Bon, on est parti, bord de plage. On s'est pris un sandwich. Si un jour mes parents regardent cette vidéo, bah voilà, vous savez la vérité, on était à Cabourg. Oui, après, bon, je sais pas s'ils s'inquiètent beaucoup, tes parents, de manière générale. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est plus elle qui s'inquiétait pour moi, donc là, ça allait puisque j'étais avec elle. Bah, la preuve, puisqu'on est parti 4 heures, ils ont pas remarqué tant que ça la différence. Cabourg, c'est mieux que Deauville, alors? Non. Je te ferai jamais dire ça, c'est à impossible. chaque fois, ouais, impossible. Même sous la torture. J'ai pris du temps à retourner à Deauville aussi après son décès, parce que pour moi, Deauville, c'est Déborah. C'est même pas mes parents, c'est Déborah. Tous mes souvenirs, c'est avec elle, parce que mes parents, ils étaient au tabac, et moi, je kiffais avec elle. À la mer, assis, à ça, elle m'emmenait faire le cheval, elle m'emmenait faire. C'était, pour moi, d'ailleurs, c'était logique d'emmener Jonas à Deauville. Oui, bah oui. Et de lui montrer tout ce que je faisais avec sa mère. Bon, tous les enfants, beaucoup d'enfants en tout cas, de la
d'Île-de-France, on va dire. Banlieue Paris, nous Ouais. deux villes, on adore. Quoi. Genre, C'est sympa, c'est sympathique. et Après, les parents, ils se chauffent un dimanche. 2 heures de route. Allez, on y va. c'est ça. Franchement, nous, on y allait beaucoup. Il n'y a pas de place à chaque fois. Ils se plaignent, machin. Bon, toi, t'allais en train, je pense. Mais... On allait en train, ouais. J'avais toujours mon petit cahier de coloriage. Voilà. Tu vois, j'ai ce souvenir que j'avais un cahier de coloriage. Vraiment pour dire que j'ai des souvenirs de très très loin. On dit qu'une personne ne se souvient pas de ses premières années de vie. Alors je sais pas, moi si je suis un extraterrestre. Après, le Mais cerveau, il fait le tri un peu par Ouais. rapport à certains moments. Moi, je sais que là, j'ai certains moments dans ma vie, je me rappelle pas. Mais c'est des moments où je faisais pas grand chose, je pense. Ou alors que j'avais un Peut-être travail pas que c'est trop intéressant et que difficile. je m'ennuyais, tu vois. Genre, Peut-être que c'est trop difficile. J'ai entendu des gens, par Mm. exemple, qui n'ont pas de souvenirs de moments difficiles. Tu vois, je te dis, j'ai une mémoire exceptionnelle. La mort de Déborah, c'est très flou. Mm. Et c'est les gens que j'aime qui me rappellent certaines choses qui s'est passées ce jour-là. Après, t'es un peu blackouté, tu vois. Comment dire. Moi, si un de mes frères ou mes parents, du jour au lendemain, on me dit ok, admis à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, ok, mort. Ah oui, Faut oui. le temps de processer l'information. Ton cerveau, il va faire ok, me veille. Tu C'est vois, ce qui s'est passé. j'ai trop d'émotions, de traumas, de machin en même temps. C'est En exactement plus, ça. tu vois les gens Je suis- partir. ouais. Donc, c'est quelque chose de. À Déborah, c'est la... Émotionnellement parlant, Ouais. tu prends une tonne dans la gueule. Ah, C'est totalement. comme si tu te prenais un TGV dans la tronche. Quoi, tu Et vois. pourtant, dans mon métier, dans mon ancien métier, j'ai vu des gens mourir devant moi. Oui, mais c'est pas des C'est pas ma sœur. proches. Je sais pas comment dire. Moi, j'étais dans le médical aussi sur le téléphone. Là, en téléphone, et c'est encore pire. Parce qu'en téléphone, ils t'envoient les photos de leur vie, de leur quotidien, de ce qui leur arrive médicalement parlant. Et des fois, tu reviens une semaine après, la personne est morte. Et tes collègues, ils te disent de but en blanc, oh bah elle est morte. Et toi, tu fais, oui, mais. Enfin, alors déjà, humanisons le problème. Ils disent, ah non, non, on n'humanise pas. Ici, les gens, c'est des numéros, sinon, dépression. Je fais, ok, d'accord. C'est très dur. Dans le milieu médical aussi, on te C'est dit très ça. difficile. Quand j'étais en 2e ou 3e C'est année, très difficile, je pense. on m'a dit non, mais si tu veux faire ce métier, va falloir que tu laisses ton cœur au placard. Parce que je m'occupais d'un bébé en réanéonate qui est décédé. Oui, en plus, toi, t'es en pédiatrie. Ouais. Moi, Ouais. l'humain que j'étais a pleuré toutes les larmes de mon corps. M'a dit non, mais faut lâcher l'affaire. Et en fait, un des plus grands chefs de pédiatrie que j'ai connu, qui est décédé aujourd'hui, m'a dit moi j'ai fait l'inverse. Justement, c'est grâce à mon cœur que j'ai réussi. Il était chef de pédiatrie, il a donné sa vie pour les enfants de l'hôpital Robert Debré. Donc pour ceux qui un jour regardent cette vidéo, c'était le professeur Mahmoud et qui était super gentil. Vraiment, il a été pour mes amis et moi, on en garde toujours une. Il est resté dans mon cœur. Vraiment, ça a été un des plus grands chefs de pédiatrie de l'hôpital Robert Debré. Et jusqu'à maintenant, les enfants parlent de lui. Enfin, les gens étaient énormément attachés à lui et il a donné son cœur à l'hôpital. Donc non, pour moi, ça marche pas comme ça. Tu peux faire ton métier avec ton cœur, même si c'est dur. D'accord. Et toi, du coup, t'as vécu en hôpital de jour. Non, moi j'ai vécu hospitalisé. Ah, hospitalisé. T'as vécu hospitalisé pendant combien de temps? Je peux pas compter. Tu sais pas En fait, je suis née. Déjà, quand je suis née, je suis sortie du ventre de ma maman. J'étais déclarée morte. Parce qu'en fait, ma mère, elle était au restaurant avec mon papa. Et en fait, elle avait très mal au ventre, elle en sentait des contractions. Elle arrive à l'hôpital, on lui a dit votre bébé ne respire plus. Elle est probablement morte, on va vous faire une césarienne en urgence. Ils lui ont mis de l'oxygène pour espérer donner de l'oxygène au bébé. Ils lui ont fait une césarienne. Et effectivement, je suis sortie bleue. J'ai pas pleuré, j'y respirais pas. Ma tante, d'ailleurs, en fait, ils ont pensé que je m'étais étouffée avec le cordon. Ouais. Donc, parce que j'avais effectivement le cordon, j'avais avalé le liquide amniotique, enfin, il y avait plein de problèmes. Ma tante, en plus, qui prend le pédiatre de néonat, qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites à ma nièce ?» Il dit « Bah là, tout de suite, j'essaye de lui sauver la vie. » Et donc, ils m'ont réanimée, ils m'ont mis un tuyau dans la bouche pour m'aider à respirer. Et j'ai respiré. J'ai respiré, mon cœur, il a battu, difficilement, mais il a battu. Donc, du coup, ils m'ont mis dans une couveuse. Donc, c'est on va dire un lit pour protéger le bébé de manière vulgarisée. C'est comme si qu'il était un peu encore dans le ventre de sa maman, parce que j'étais prématurée, du coup. J'étais pas une si grande prématurée que ça. C'est juste que mon cœur n'était pas fini, en fait. De combien de temps? 8 mois. Donc, c'est pas si Ouais. prématuré que ça. Ça va. Si j'avais pas fait un arrêt cardiaque, je pense que ça aurait été. Donc, ma mère, en plus, elle a eu un accouchement horrible.
Et en plus, il faut dire qu'avant de m'avoir, ma maman, quand elle a eu Déborah, elle a eu un accouchement aussi horrible et qu'on lui a dit, vous n'aurez pas d'autres enfants. D'accord. Donc moi Non, déjà, vous, non. vous n'aurez plus d'enfants. Ok. Et ils Dur, se sont quand trompés, hein, voilà la preuve. donc déjà, bébé miracle, qui en plus à la naissance, c'est horrible pour une maman. Ma mère, on lui a caché la vérité et c'est mon père qui a tout pris sur lui. Il m'a suivi dans un autre hôpital spécialisé et il a dit à ma mère que tout allait bien. Qu'il me surveillait juste au cas où, mais qu'il n'y avait rien de grave. En fait, c'était totalement faux. C'était très grave, les médecins ne savaient pas si j'allais survivre. Ils ont dit à mon père, elle est entre la vie et la mort et est plus proche de la mort que de la vie. Ok. Ouais, donc information à processer. Donc, Déborah aussi. Déborah ne savait pas aussi, elle était aussi, bébé, elle était bébé, elle avait 8 ans, 9 ans, 9 ans, pardon. Donc ils l'ont protégée. Et elle s'est fâchée très fort quand elle l'a su. Elle a dit, mais vous m'avez menti, c'est mon bébé à moi aussi. Voilà. J'étais son bébé à elle surtout. Avant d'être celui de mes parents. Important. Donc après, je suis sortie de l'hôpital. J'étais en théorie en bonne santé. Sauf que ma mère a trouvé ça bizarre, j'avais des problèmes. Elle trouvait que mon ventre était tout le temps gonflé, que je respirais pas normalement. Une maman, ça sent ce genre de choses. Elle a été 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois voir le pédiatre. Non, elle a rien, c'est juste un petit bébé, elle est fragile, c'est ça les bébés prématurés. Et en fait, un jour, j'ai eu 42 fièvres, à la limite de convulser. J'étais très malade, j'avais un ventre énorme, je ne pouvais plus respirer. Et en fait, elle m'a emmenée à l'hôpital. Elle est tombée sur un médecin, le professeur Algonémie, qui est dans mon cœur aujourd'hui toujours, qui a eu un réflexe. Il a senti quelque chose qui n'allait pas chez moi et il a fait plein d'examens. Donc des examens qui étaient très difficiles pour une petite fille de 1 an et demi, bien évidemment. Des examens très douloureux et à l'époque, il n'y avait pas de moyen d'alléger la douleur, on va dire. Et il a trouvé que j'avais une maladie génétique plutôt rare et qui affectait mes reins. Et plus tard, aurait affecté mon cœur. Et il a dit à mes parents, maximum, si elle a de la chance, elle vivra jusqu'à 15 ans. Elle va être hospitalisée souvent parce qu'à chaque fois, elle va faire des infections aux reins, elle va faire des rétentions d'eau. Donc, ils peuvent toucher, elle peut avoir de l'eau dans les poumons plus tard parce que ça peut s'aggraver. Elle peut avoir des problèmes au niveau du cœur. Elle peut faire des infections qui vont aller dans son sang, etc. Des septicémies. Donc, et à chaque fois qu'elle a une infection au rein, il faut l'hospitaliser 5 à 10 jours avec une poche et une perfusion. Donc, de mes 1 an et demi jusqu'à mes 16 ans, j'étais hospitalisée tout le temps pour ces infections, pour vérifier mon cœur, parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des graves infections. J'ai fait des septicémies, mon cœur déraillé. Donc j'ai été hospitalisée tout le temps. Ça m'arrivait d'être hospitalisée 3 jours, comme 10 jours, comme 1 mois. Ouais, les allers-retours. Les allers-retours à l'hôpital. Je crois que j'ai plus passé de temps à l'hôpital que chez moi quand j'étais petite. J'avais ma chambre à mon nom, elle était rose. Donc quand j'étais petite, j'étais contente qu'elle soit rose. Quand j'avais 15 ans, j'étais plus très fière de ma chambre rose. J'avais mon nom sur ma chambre, c'était ma chambre à moi. Et je me suis fait plein d'amis, même si c'est des gens qui parfois mouraient. Car plus grave peut-être. Car plus grave. Parce qu'en chir viscérale, on avait des enfants beaucoup plus graves qui parfois mouraient. On avait des enfants qui avaient des tumeurs, on avait des enfants qui avaient des maladies très graves. J'étais petite, donc je ne me rappelle pas exactement ce qu'ils avaient, mais ou des enfants qui avaient comme moi et qui mouraient. Ça, c'était plus dur. Mais moi, je me suis pas posé la question. Parce que moi, je me rappelle que quand je t'avais croisé, parce que c'est drôle quand même cette histoire. C'est-à-dire que je suis allé à Robert Debré pour des tests, parce que moi, je suis TDAH. J'ai fait des tests et il y avait Rachel. Et c'était ma copine. Et on s'est revus là, il y a 2 ans, on est redevenus en contact. Mais on a dit. Et j'avais un souvenir d'une petite meuf qui me collait, genre, elle me dit ouais, mon doudou, machin, truc. Ok, d'accord. Ma maladie, forcément, ça fait partie de moi. Vous le savez, on est partis en vacances ensemble. Vous avez vu que malheureusement, limite, la maladie partait avec nous en vacances, quoi. Ça fait partie du quotidien. Après, on essaye de faire en sorte que ça soit pas trop... Ton entourage est au courant. Moi et ma femme, en tout cas, on fait en fonction d'eux, c'est-à-dire que on sait que si on part avec toi en vacances, il faut faire des concessions parce que sinon on part avec toi, mais on n'est pas avec toi. C'est ça. Tu vois, genre donc. Il y a des choses que je peux pas faire. Il y a des choses que je peux pas faire. Monter des côtes. Non, c'est sûr que là, forcément. Mais t'inquiète pas, un jour on fera un grand voyage et on va prendre une carriole et on va te tirer partout.
c'est tout. Mais c'est pas grave, ça fait partie. Au début, je culpabilisais beaucoup de partir avec les gens et je pense que mes amis le savent, que j'ai pris des années à accepter de partir en vacances avec mes amis. Parce que j'avais honte, en fait. Je me disais, mais les pauvres. Non, parce que tu te sens comme un poids. Non, c'est pas un boulet, vrai. C'est plus un poids, c'est plus quelque chose. Ah, moi, je me sens comme un boulet dans ces cas-là. Ah Et ouais c'est dur, hein. Et j'essaye de travailler sur moi, mais c'est dur. C'est pour ça que quand on est parti à La Réunion, je vous ai dit, faites de votre côté des choses. Il n'y a pas de problème. Parce Après, que pour le coup... c'est dur pour toi physiquement de prendre l'avion déjà par rapport à ta maladie. Bien sûr. De juste prendre l'avion parce que ta tension artérielle, elle augmente. Je sais pas, c'est une histoire comme ça, non l'eau déjà, ça, l'œdème, et puis le cœur, et puis... Puis il y a avec tellement de choses. l'altitude et tout, tout change, quoi. Et puis c'est vrai que Mais t'aimes bien les voyages en train, donc ça va. j'adore le train. La vérité, le train, j'adore. Le train, on aime. Le train, c'est pas dangereux. Si la donc- SNCF, vous voulez nous sponsoriser, on dit pas non. Moi, je veux bien aller partout avec vous, il n'y a pas de problème. Donc j'adore prendre le train. Et le pire dans tout ça, c'est que j'adore voyager. Mais qu'il y a plein de choses que je peux pas faire. Un de mes rêves, c'est de faire un saut en parachute. C'est impossible. J'en ai parlé à mes pneumologues. C'est limite s'ils n'ont pas eu un fou rire. Même high fly, tu peux pas. C'est trop dangereux en fait. Et franchement, c'est prendre des risques. Franchement, en plus, high fly, c'est vraiment prendre des risques pour rien. Donc non, c'est pas la peine. Mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris du temps aussi à partir avec mes amis en vacances. Parce que j'ai jamais voulu être un poids pour les autres. Et que malheureusement, parfois, j'en suis un. Mais c'est pas volontaire. Et je sais que les gens qui m'aiment font en sorte que je ne le sois pas. Il y a déjà eu des personnes de mon entourage qui m'ont déjà dit « Ta maladie commence à me peser, ça commence à être dur pour moi. » Et c'est très dur à entendre parce que tu te sens encore plus malade que ce que tu es déjà. Donc malheureusement, parfois, ça arrive qu'il y a des gens exceptionnels qui comprennent. Et ça arrive parfois que des gens aussi très bien, mais ne comprennent plus ce que tu vis. Et même si ça fait très mal à entendre, ça fait partie de la vie. Heureusement, mais par contre, on rencontre parfois des gens qui t'acceptent comme tu es. Qui t'acceptent que t'es malade, que t'es... Bah, moi, je suis McDo. Venez comme vous êtes. Ah bah oui, je sais. Mais j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des personnes qui en ont limite, mais rien à foutre. Mais moi, quand je t'ai vu de prime abord, j'ai dit, c'est génial. quoi ce personnage de dessin animé déjà Et après, j'ai découvert ta vie, j'ai fait, ah ouais, Les malheurs de Sophie, en fait, c'est ça le personnage de dessin animé. d'accord. Bah, force. Hein. Et après, Sarah, elle m'a dit hey, tu veux faire des photos dans l'association et tout. Et après, j'ai découvert l'endocardite. Après, j'ai découvert Déborah. Après, tu m'as dit oui, bah, on dirait que t'es Déborah ou que t'es son cousin C'est vrai. maléfique. Je sais pas ce qui s'est passé. Jumeau maléfique. Mais vraiment, des fois, tu me parles. Et même, tu veux que je te dise, même des fois, quand tu m'énerves, c'est ça le pire. C'est que des fois, tu m'énerves, je me dis, c'est tout à fait le genre de choses que Déborah aurait pu me sortir. Mais c'est sûr. Et des fois, tu me dis ça. Et moi, parce que moi, je suis derrière la caméra toujours. C'est-à-dire, tout ce que vous avez vu sur ce compte Instagram, je suis derrière. Donc, en fait, à chaque fois, je pleure. Et la première fois que j'ai fait l'interview de Rachel, où elle raconte la semaine qu'elle a passée pendant du début du décès de Déborah jusqu'au moment où elle crée l'association. Qu'on va vous raconter d'ailleurs. J'étais en dépôt. J'étais derrière la caméra, je fais OK. Là, tu pourras pas te cacher. Ça va. Là, tu pourras pas te cacher. Oui, après, j'ai déjà pleuré. Donc, normalement. En théorie, ça dépend. Hein. Ta femme, elle a écouté cette histoire 62 fois, elle a pleuré 63 fois. C'est vrai. On peut pleurer une fois de plus. Tout à fait. Je sais pas comment elle fait parce que plus elle l'écoute, plus elle pleure alors qu'elle était là et qu'elle la connaît, l'histoire. Mais même moi, des fois, je clique sur les rushs et je fais putain, j'aurais pas dû la mettre, c'est pas moment. Ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on est une association finalement de nounours au grand cœur. On est tous comme ça dans cette association en fait. Voilà. Sachant que le mari de la présidente, c'est c'est un nounours Mon au mari, grand c'est un cœur nounours. lui-même. Lui, c'est... Je pense que... D'ailleurs, la petite sœur d'Élie l'a appelé nounours pendant très longtemps. Jusqu'à qu'elle comprenne il y a quelques temps que c'était pas un nounours. Elle était très déçue. Parce qu'elle est grande aujourd'hui, mais... Elle est grande. Elle est un peu plus grande. Elle l'appelait vraiment nounours. Ouais. Elle lui disait, tu viens de quel magasin quand même? Ah ouais, elle l'appelait vraiment nounours. D'accord. Bah écoute, on va quand même passer à d'autres questions. Ouais. Parce que et là, c'était que... Quel souvenir te revient instantanément? Putain. Et ben, tu sais, 58 minutes. les souvenirs, ça peut nous emmener très loin. Ouais.
À quel moment l'idée de l'association est venue? Bon, j'imagine pas tout de suite après la mort de Déborah. Non. Hein, ça a pris quand même un peu du temps pour maturer dans ta tête, je pense. Bah pour ça, faudrait que je te raconte le décès de Déborah. La On y arrive. La partie difficile de ce témoignage. Sortez les mouchoirs, messieurs, dames. Alors, qui est la partie la plus difficile à raconter, je pense. Je sais. Donc, pour situer un petit peu, il y a 3 ans et demi, on a fêté les 1 an de Jonas, qui est le fils de Déborah. Donc, c'était son anniversaire. Le jour de son anniversaire, Déborah m'annonce qu'elle est enceinte. Donc, très très bonne nouvelle. Je pleure, elle pleure. Et elle me dit quelque chose d'en plus magnifique. À cette époque, ça faisait déjà des années qu'on était mariés avec mon mari et qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. J'ai fait plusieurs fausses couches et malheureusement, on a des difficultés à avoir un bébé. Et en fait, Déborah me dit, j'ai pas voulu te le dire tout de suite, ma sœur, parce que je voulais pas que t'aies de la peine. Donc ça m'a énormément touchée. J'ai repleuré, elle a repleuré, on s'est réembrassés. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas le genre de choses que Déborah m'aurait dit d'emblée. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant de ma sœur, mais dans le bon sens, hein, bien sûr. Et j'en ai parlé à mes amis, j'ai dit, mais c'est bizarre, ça lui ressemble pas. C'était quelque chose de... On dirait qu'elle était plus poussée dans la sensibilité, alors qu'elle était déjà extrêmement sensible, avec un grand cœur, mais c'est le genre de choses à laquelle elle pense pas. Tu vois, toi-même qui penses comme elle, c'est pas le genre de choses à laquelle vous allez penser d'emblée. Alors qu'à l'inverse, pour Jonas, elle m'a appelé avec le test dans les mains. Voilà. Donc c'était un moment très émouvant entre elle et moi. J'ai dit, mais ma soeur, je suis heureuse pour toi. Et je pleurais en même temps et elle pleurait. Enfin, c'était un moment hyper émouvant. Et en fait, elle me dit, par contre, horrible, comme pour Jonas, ça va pas, quoi. Je suis très faible, je vomis tout le temps, j'ai perdu 10 kilos, je tiens à peine debout. Et moi, quelque chose qui me fait de la peine encore aujourd'hui, je l'ai disputée parce qu'elle mangeait pas. Mais je savais pas, pour moi, c'était... Elle mangeait pas, donc je la dispute, elle est enceinte, c'est ma sœur. Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Je la dispute parce que je veux qu'elle mange. Parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et aujourd'hui, je culpabilise de ça. Parce que j'aurais pas dû lui dire ça, mais c'est parce que c'est humain. Elle me dit qu'elle a perdu 10 kilos, qu'elle n'arrive plus à manger. Je dis, bah non, ma soeur, faut que tu manges. Après, il est disputé, entendons-nous bien. Hein. Mais enfin, voilà. Donc, on fait l'anniversaire de Jonas, très fatiguée. Elle a passé son après-midi assise. C'est limite si elle a parlé. C'est limite si elle a fait la fête. Elle était très, très fatiguée. Mais comme une femme enceinte qui a une grossesse terrible. Jamais personne ne se serait douté que ce jour-là, elle avait une infection qui lui rongeait le cœur, en fait. Donc, on part de l'anniversaire. La semaine avance. Elle me dit qu'elle est très fatiguée, qu'elle a fait une échographie pour voir comment va le bébé. Le bébé est très petit, mais rien d'alarmant. Elle a été voir son gynécologue. Il lui a rien dit d'alarmant, rien de bizarre. Donc, moi, honnêtement, j'étais pas inquiète plus que ça. Parce que pour Jonas, elle a eu exactement la même chose. La même grossesse. Très fatiguée. Beaucoup de perte de poids. Beaucoup de nausées. Elle avait des nausées, des vomissements gravidiques. Ce qui fait qu'elle pouvait même plus... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'eau, il ne passait pas. Tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle buvait, elle le vomissait. Et du coup, quand tu as ces symptômes, tu penses plus que c'est ta grossesse que ce soit autre chose? Bien sûr, parce que c'est les symptômes de la grossesse pour le coup. D'accord. Donc du coup, elle était très fatiguée, elle n'arrivait pas à respirer et elle toussait beaucoup. Et elle pensait que ça venait des nausées. Le vendredi, elle est partie promener Jonas, parce que Jonas, elle voulait le balader, le faire sortir. Elle fait un malaise dans la rue. Donc, elle fait un malaise dans la rue. Il y a une femme qui appelle les pompiers et elle l'emmène à l'hôpital, à l'hôpital privé nord-parisien de Sarcelles, en maternité. Forcément, une femme enceinte qui fait un malaise dans la rue, on l'emmène en maternité. La maternité dit oui, c'est une anémie de grossesse. Ni plus ni moins, on l'hospitalise en maternité. Ils n'ont pas cherché du tout à comprendre ce qui se passait. Nausée de grossesse, anémie, hospitalisation. 1 heure après, elle était déjà dans une chambre. Mon beau-frère est venu récupérer Jonas. Et Déborah dit à ma mère, j'ai mal au cœur. Ma mère a dit, tu as prévenu les médecins? Elle lui dit, oui, ils m'ont dit que ça venait de l'anémie. Son gynécologue de l'époque descend et dit, oui, c'est probablement dû au stress. Je précise, sans faire d'échographie, sans faire d'électrocardiogramme. Elle m'appelle, elle me dit, ma soeur, je vais être hospitalisée pour des nausées de grossesse. C'est comme pour Jonas, c'est comme pour Jonas. Et elle me répète ça dans le message. Samedi, dans la journée, j'ai pas de nouvelles de la journée.
Samedi vers 17h, 18h, 17h, 18h, mon téléphone il sonne. Une fois, 2 fois, 3 fois, il s'arrête pas de sonner. Je réponds. Littéralement, on m'a dit ça. Parce que même si j'ai des trous de mémoire sur son décès, ça, je m'en rappelle. Bonjour, c'est le cardiologue de la réanimation de l'hôpital de Gonesse. Vous êtes bien la sœur de Déborah Fitoussi ? Donc déjà, réanimation de l'hôpital de Gonesse. Donc ça veut dire qu'elle a changé d'endroit Et elle est en réanimation. entre la dernière fois où tu l'as eue et... Et moi, je dis, bah oui, pourquoi ? Vraiment, je dis comme ça. Alors, votre sœur, elle est hospitalisée chez nous pour une endocardite infectieuse. Ses jours sont en danger, c'est très grave, il faut venir vite. À ce moment-là, tu sais même, t'as pas les mots, en fait. T'as juste l'impression qu'on t'a pris ton cœur, qu'on te l'a piétiné, en fait. T'as le flash de toute ta vie qui revient. T'as tout ce que t'as vécu avec ta sœur, t'as l'image de ta sœur, t'as ta vie, t'as tout ce que tu t'apprêtes à vivre. Parce que tu sais à ce moment-là que c'est déjà fini. C'est un sentiment, en fait, que j'ai eu à ce moment-là. Je savais que ma sœur allait mourir. Je lui dis, non mais c'est pas possible, vous vous trompez. Ma sœur, elle est hospitalisée en maternité pour des nausées de grossesse. Bah c'est bien Déborah Fitoussi, née Méchache, née le 16 mars 1985. Je lui dis oui. Je dis bah oui, c'est bien votre sœur. En fait, effectivement, elle a été hospitalisée pour des nausées de grossesse. Mais là, on l'a transférée ici, elle a une endocardite infectieuse. Je dis non mais attendez, une endocardite infectieuse, c'est bien une infection des valves. On me dit oui. Je dis mais ça se soigne pas vraiment. Il dit ah non, faut venir. Hein, c'est... Là, il y a le chef de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière qui va venir. Mais je vous garantis rien, quoi. Donc très froid. Honnêtement, très froid. J'ai pas senti... Oui, ils t'ont appelé, ils ont dit bon, bah, elle va j'ai mourir, pas senti, venez. J'ai pas senti d'humanité du tout. Ouais. Du tout. Okay. À l'inverse de la... Là, t'as mis les formes, mais je pense qu'il t'a pas parlé comme ça. Ouais, il a été même un peu plus... Mais, enfin, voilà. Donc, je lui dis passez-moi ma sœur. Je bug parce que je me rappelle pas si je l'ai eu à ce moment-là au téléphone. C'est pour ça que je crois que je l'ai eu à ce moment-là au téléphone. Je l'ai eu à ce moment-là au téléphone. D'accord. Elle pose des questions. Pardon. Donc je l'ai eu au téléphone, mais je comprends pas trop ce que j'ai ma sœur. Ça va aller, je t'aime. On s'est dit qu'on s'aimait. On a dû se le dire 18 fois ce soir-là. On s'est dit qu'on s'aimait et je lui ai dit appelle-moi dès que la pitié vient te chercher. Parce que le chef de la pitié vient te chercher. Parce qu'en plus, il me dit c'est grave, faut venir. Et 3 secondes après, il me dit non, mais d'abord, faut qu'elle soit transférée à la pitié. Et après, vous viendrez la voir à la pitié. Donc là, je pouvais rien faire à part rester chez moi et attendre. À ce moment-là, j'arrivais même pas à parler. Les mots sortaient pas de ma bouche. J'étais avec mes amies chez moi et en fait, elles ont eu du mal même à me gérer parce que je pleurais, j'arrivais même pas à respirer, à parler, à expliquer. Même elle me disait mais qu'est-ce qui se passe ? Mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'arrivais pas du tout à m'exprimer. C'était très difficile. Et donc, j'ai ma meilleure amie qui m'emmène dans la douche et qui me jette le jet d'eau sur moi et qui me dit, parce qu'elle sait comment gérer ce genre de situation, qui me dit non mais calme-toi, en fait là t'as besoin de réfléchir. Calme-toi. Elle m'a dit je comprends que tu pleures, que tu cries. Elle m'a dit je vais te dire un truc horrible, si ça arrive t'auras tout le temps de pleurer, de crier après. Là Déborah elle a besoin de toi. Donc reprends tes esprits. Même elle, je savais pas la force qu'elle avait de me dire ça parce que même elle était choquée. Et que pour le coup les pauvres j'ai même pas pu leur expliquer, elles comprenaient pas ce qui se passait. Elles ont juste compris que c'était Déborah. Et en plus, mon mari n'était pas là à ce moment-là. Il est rentré 10-15 minutes après. En plus, je ne savais pas si je devais appeler mes parents, si je devais appeler ma famille. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue. Je ne savais pas qui appeler. J'étais totalement perturbée. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je devais gérer ça. Et en fait, la seule personne à qui je voulais demander de l'aide à ce moment-là, c'est ma sœur. Ouais. Souvent, on se tourne vers les personnes qu'on a besoin le plus. Hein. Parce que c'est elle que j'aurais appelée dans ce genre de situation. Donc là, je ne savais pas qui appeler. Mes parents, ils sont très âgés, ils sont malades. Je ne me voyais pas les appeler pour leur dire Déborah, elle a une endocardite infectieuse. Parce que la première des choses qu'ils m'auraient dit, c'est quoi ?
Ouais, c'est ça. Et je crois que même moi, j'aurais été incapable d'expliquer ce que c'était. C'est une infection. Oui, t'as dû ouvrir un livre. C'est-à-dire qu'ils t'ont dit ça, t'as dit, ouf, c'est quoi? J'ai ouvert Faut un que je me livre. replonge dans Mes études, j'ai ouvert un livre et c'est écrit « Infection de la paroi interne du cœur, 80% de décès ». C'est tout ce qui était écrit dessus. Donc dès que t'as le diagnostic, Je comprends que ma sœur va mourir. C'est ce que j'ai dit, tu vois, pendant que je te parle, j'ai des souvenirs qui reviennent. J'ai dit à mes amis à ce moment-là, ma sœur, elle va mourir. Ils m'ont dit, mais non, faut pas parler comme ça. J'ai dit, c'est sûr. Et c'est pas les études de médecine qui m'ont fait dire ça, c'est que c'est ma sœur. Et que le côté humain, forcément, c'est ma moitié pour moi, donc je ressentais que c'était fini. Donc, Déborah m'a appelée. J'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone, j'ai attrapé mon téléphone. Elle m'a dit, oui, ma sœur, voilà, je suis à la Pitié. Tu peux venir. Je lui ai dit, tu veux que je vienne? Elle me dit, non, c'est comme tu veux. Si t'es fatiguée, je veux pas te déranger. J'ai dit, non, mais toi, tu veux quoi? Elle me fait, bah moi, je veux bien que tu viennes. Donc du coup, j'ai dit, ok, ma sœur, j'arrive, ça va aller, je t'aime. Je lui ai dit 10 fois que je l'aimais. Elle m'a dit, prends bien soin de Jonas. Je lui ai dit, je te promets, Jonas, je prendrai soin. Mais de toute façon, t'inquiète pas, tu vas aller bien, tu vas vivre. Elle m'a dit, préviens pas papa et maman, attends que je me fasse opérer. Donc là, j'ai le cardiologue de la Pitié, qui est un être exceptionnel. Un médecin incroyable et un être humain en or, qui me dit, on va tout faire. Donc là, j'ai eu quand même un petit espoir. Et une des cardiologues aussi de la Pitié qui s'occupait de Déborah m'a dit, vous inquiétez pas, je vais tout faire. Vraiment, je vais tout faire. Elle a essayé de me rassurer comme elle a pu. Donc, je prends la route. Donc, on est sur la route pour aller à l'hôpital avec mon mari et mes amis. Donc, on démarre. Et sur la route, Déborah m'appelle. Aujourd'hui, je suis incapable de te raconter exactement ce qu'elle m'a dit parce que je m'en souviens pas. Je me souviens que c'est la dernière fois que j'ai entendu la voix de ma sœur au téléphone. J'ai pas le souvenir de ce qu'elle m'a dit. Mais d'après ce qu'on m'a raconté, elle m'a demandé où j'étais, je lui ai dit que j'arrivais, elle m'a dit je t'aime, et elle m'a dit prends soin de Jonas. Donc je suis arrivée à l'hôpital, et honnêtement sur la route, j'ai eu espoir. Pendant quelques minutes, j'ai eu espoir que peut-être ma sœur allait s'en sortir. Elle allait se faire opérer, et ça allait aller. J'ai même eu un fou rire sur le parking de l'hôpital parce qu'on ne trouvait pas la cardiologie. Aujourd'hui, la cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, autant dire que je la connais les yeux fermés. Donc, on arrive à l'hôpital, donc en réanimation, et l'infirmière de réa me dit « Tout va bien, on vient de l'intuber ». Pour expliquer un petit peu ce que c'est, quand une personne n'arrive plus à respirer par elle-même, que son taux d'oxygène descend trop bas, on lui met un tube dans la gorge pour l'aider à respirer. Bien évidemment, la personne est inconsciente. Donc, on l'endort et on l'aide à respirer de cette manière. C'est pas forcément mauvais signe quand on fait ça à quelqu'un. Ça peut vouloir dire qu'on va laisser aux poumons le temps de se remettre, etc. Elle me dit, mais tout va bien, ces constantes sont bonnes, allez vous asseoir. Le cardiologue va venir vous voir. Ok, donc un petit peu rassurée. Il a dû se passer 10 minutes. Littéralement 10 minutes. Et j'entends arrêt cardiaque en salle 2. Oula. Avec le Comment son ça, qui va t'entends avec. Arrêt cardiaque en salle 2. Mais t'étais dans le couloir ou... Non, j'étais en salle d'attente. Et ils annoncent des trucs? On entend des infirmières qui en parlent. Ok. Et on entend le bruit de l'arrêt. Enfin, tu sais, dans les hôpitaux, parfois, quand il y a des arrêts cardiaques, il y a une alarme qui sonne. Oui, comme ça, ils vont tous au même endroit, les gens. Et je regarde mon mari et je lui dis, c'est ma sœur. Il me dit, mais non, pourquoi tu dis ça? J'avais aucun moyen de savoir qu'elle était en salle 2. Mais à ce moment-là, c'est mon cœur à moi qui s'est arrêté. C'est comme si c'était mon cœur qui s'est arrêté. J'ai vraiment senti un poignard dans le cœur. Donc, en fait, je me lève et je marche. Et j'atterris. Je ne sais pas comment aujourd'hui, parce que bien évidemment, tu t'en doutes, la réanimation, les portes sont fermées. On ne peut pas rentrer comme ça. J'atterris devant sa chambre. Et je les vois en train de la réanimer.
hormis le traumatisme de ce que c'est, de voir sa sœur en arrêt cardiaque, en train d'être animée, je reste comme ça, bloquée, tétanisée. Et il y a une infirmière qui vient me voir, qui me dit « Vous êtes Rachel, la sœur de Déborah ?» Je dis « Oui, comment vous savez ?» Je dis « Bah déjà, ça se voit. » Et elle me dit « Puis et puis votre sœur m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous arrivez, que vous étiez sa petite sœur, que vous appelez Rachel, etc. Elle m'a parlé de vous, elle m'a parlé de son fils, elle m'a parlé de son mari, elle m'a raconté toute sa vie avant qu'on l'endorme. » Donc je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma sœur ?» Elle me dit « Oui, c'est votre sœur là. » Je dis « Mais elle a fait un arrêt cardiaque. » Elle me dit « C'est pas à moi de vous le dire, en fait c'est au médecin de venir vous voir. » Je dis « Mais s'il vous plaît, dites-moi. » Elle me dit « Non, mais allez en salle d'attente. » Je dis « Non, mais dites-moi vraiment. » Elle me dit « Elle a fait un arrêt cardiaque. » Et je lui dis « Mais là, vous êtes toujours en train de la réanimer. » Elle me dit « Son cœur a redémarré et il s'est re-arrêté. » Je lui dis « Vous allez la brancher sous CEC. » La CEC, c'est une circulation extracorporelle. C'est une machine qui va faire le travail des poumons et du cœur. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais je l'ai senti qu'ils allaient la brancher à ça. Et en général, quand on branche quelqu'un à ça, Ouais, c'est juste pour dire au revoir, quoi. c'est pas très bon signe. En général, on attend une greffe. Mais en règle générale, dans les cas d'endocardite en plus, Oui, c'est que le cœur, il s'arrête. il se désagrège de lui-même. C'est ça Tout à fait. l'endocardite, non? L'endocardite, c'est ça. On va expliquer plus en détail tout à l'heure, mais effectivement, c'est les valves du cœur qui ne fonctionnent plus et qui sont infectées. Et donc, elle me dit d'aller en salle d'attente. Je vais en salle d'attente, je pleure, j'arrive même pas à parler. Je crois qu'il n'y a même pas de mots qui sortent de ma bouche. Je pleure, je dis à mon mari et à ma cousine d'aller chercher mes parents. Donc ma cousine, trop mignonne, me dit « Non mais bois de l'eau, tiens, je t'ai apporté du Oasis. » Elle essayait vraiment de trouver une solution parce qu'elle me voyait pleurer. Enfin, vraiment, je pouvais même plus respirer tellement je pleurais. Et donc il y a le médecin qui arrive, le cardiologue, qui me dit « Écoutez, qui se met à ma taille, qui me dit « Écoutez, je me sens impuissante devant le cas de votre sœur, en fait. Je sais pas quoi vous dire. » Il dit « C'est inopérable ce qu'elle a. Son cœur, il m'a dit, il est limite déchiqueté. Ses poumons, ses reins, son foie, tout a lâché. » En fait, l'endocardite infectieuse, elle était tellement grave qu'elle a touché tout son corps. L'infection, elle était partout. C'était impossible à guérir. Il m'a dit qu'il aurait fallu qu'elle arrive il y a 15 jours pour qu'on ait une chance de la sauver. Ah, que une chance. Okay. Ça faisait des semaines qu'elle avait une endocardite infectieuse. Ça datait pas de 48 heures. Ah donc on peut vivre avec. Ça dure... Mais il faut entre les premiers symptômes capter que après quand tu es enceinte, les pistes sont brouillées. Entre les premiers symptômes et le diagnostic d'une endocardite, il peut se passer des mois. Ah, okay, c'est pour ça que les personnes décèdent en règle générale. Parce que ça a le temps de bien s'infiltrer dans la circulation sanguine et de bien infecter les valves du cœur. Et donc il me dit vraiment, je suis désolée, je sais pas quoi vous dire. Il me dit, je vous montre l'échographie de son cœur. J'avais jamais vu un cœur comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas t'imaginer que c'est une personne, il y a 24 heures, qui était consciente. Il y a quelques heures qui était consciente, qui m'a dit je t'aime. Il y a quelques heures. Tu peux pas t'imaginer que c'est quelqu'un qui, une semaine avant, avait fêté l'anniversaire de son fils. Qui m'a pris dans ses bras pour me dire, ma sœur, je veux pas que tu sois triste. Tu peux pas imaginer ça. Quand tu imagines une personne mourir d'une maladie aussi grave, tu imagines des semaines, des mois à l'hôpital. Pas une semaine avant, en parfaite santé. C'est pas possible. Ouais, c'est brutal. C'est totalement brutal. Et l'endocardite est sournoise. Elle est très sournoise. Parce qu'elle avait aucun symptôme grave. Fatigue, nausée, symptômes de grossesse. Et en fait, je me dis que si elle avait pas fait ce malaise dans la rue, elle serait morte chez elle. Et on n'aurait jamais su ce qu'elle avait eu.
Et c'est pour ça aussi que je veux qu'un jour, Jonas, il sache que si l'association, elle existe, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'elle est sortie pour promener Jonas. Pour que son fils change d'air et pour le faire sortir. Si elle ne serait pas sortie, elle serait morte chez elle. Et on n'aurait jamais su qu'elle avait une endocardite infectieuse. Parce que chez nous, l'autopsie est interdite. Et Jonas, trop petit pour appeler quelqu'un. Et Jonas, trop petit pour appeler quelqu'un. Elle est sortie et effectivement, grâce à ça, au moins on a su. On l'a perdu, mais on sait de quoi. Et donc à ce moment-là, donc mon mari va chercher mes parents. Dans le contexte, il est 3h30 du matin. Donc aller réveiller des parents à 3h30 du matin pour leur dire que leur fille est à l'hôpital. Parce que je ne voulais pas, bien évidemment, qu'ils leur annoncent ça par téléphone. Et même sur place, c'était difficile. Ma cousine, c'est elle qui a conduit ce jour-là. Je ne sais même pas comment elle a réussi à conduire. Ma cousine, qui est comme une sœur pour moi, et qui était comme une sœur pour Déborah, ne faisait que pleurer sur la route. Je ne sais même pas comment elle a pu conduire. Parce qu'on n'avait pas... Voilà, on était passé la nuit à l'hôpital. Moi, j'avais toute la famille à l'étranger. J'avais toute la famille en France qui m'appelait. J'avais des appels toutes les 5 minutes. J'essayais de donner des nouvelles à tout le monde. J'appelais les gens, je pleurais au téléphone. C'est tout ce que je pouvais faire. J'avais même pas la force de leur dire ce qui se passait. Mon beau-frère, je lui dis viens. Il me dit mais Jonas. Je dis bah tu viens avec Jonas. Donc fait venir un bébé de 1 an dans un hôpital où tout le monde pleure. Déborah était en train de partir à ce moment-là. Moi, j'ai voulu rester à son chevet. Donc j'ai demandé aux infirmières de m'emmener jusqu'à sa chambre. Elles m'ont littéralement, pratiquement portée jusqu'à sa chambre. Elles ont été exceptionnelles. Le service de cardiologie et de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, pour moi, c'est des anges sur Terre. C'est des gens qui sont... J'ai jamais vu des personnes comme ça. J'ai passé, on en a parlé tout à l'heure, la moitié de ma vie dans les hôpitaux. J'ai jamais vu des gens comme ça. Jamais. Pour moi, c'est des anges. C'est un service que... Je sais pas d'où ils viennent ces gens-là, mais ils sont exceptionnels. J'avais l'impression qu'ils perdaient ma sœur avec moi. En fait, ils étaient pas du tout dans le côté détaché. Mais ma sœur, c'était pas un numéro. C'était une femme, c'était une sœur, c'était une maman. Et ça, ils l'ont compris. Et ils l'ont vécu avec nous. Et pour ça, je leur suis infiniment reconnaissant. Et en fait, donc à ce moment-là, donc je suis dans sa chambre. Ils l'ont branché sous CEC. Bien évidemment, la première chose quand j'arrive dans sa chambre, je pleure, je crie. Je la supplie de se battre et de rester en vie. Le médecin arrive et me dit, je vous confirme que malheureusement, on ne pourra rien faire, qu'elle est en train de partir. Et quand il sort en fait de sa chambre, je me dis, c'est les derniers instants de ma sœur sur Terre. Je veux pas que son dernier souvenir, c'est moi qui pleure ou qui crie. Donc je me suis assise, je lui ai tenu la main et je lui ai parlé. Posément. Et je te jure qu'elle m'a serré la main. Je sais pas si c'est moi qui voulais tellement qu'elle le fasse qu'elle l'a fait, mais j'ai la sensation qu'elle m'a serré la main. Donc je suis restée à côté d'elle jusqu'à qu'elle s'en aille. Son cœur, il s'est arrêté. Elle est partie. L'infirmière est venue me voir. Vos parents sont arrivés. Je pense qu'elle a attendu que mes parents arrivent. Ils ont franchi les portes de l'hôpital. Elle est décédée. Donc, je suis restée encore quelques secondes auprès d'elle. Je l'ai embrassée et le médecin m'a dit, si vous voulez, je laisse tous les tuyaux pour que vos parents ont l'impression de lui dire au revoir. Et que quand ils arrivent dans la chambre, pour eux, elle n'est pas encore partie. Ma mère, quand elle m'a vue, elle a compris direct. Elle a pleuré, elle a crié. Le médecin est venu leur expliquer. Ma mère a tout de suite crié, pleuré. Mon père, zéro réaction. Zéro réaction. Je pense qu'à ce moment-là, son cerveau il s'est détaché de son corps et il est revenu une bonne année après. Mon père, il n'a pas du tout réalisé qu'il avait perdu sa vie. Du tout. Mon beau-frère arrive à l'hôpital. Pareil, crier, pleurer. Jonas a vu tout le monde crier, pleurer. Mes cousins, mes cousines à l'étranger qu'on les appelait. Moi, je ne crois pas l'avoir annoncé à beaucoup de monde, mais je sais que mes meilleures amies ont dû l'annoncer à beaucoup de gens. Et c'était dur parce que même elles aimaient Déborah comme leur sœur aussi.
Déborah, ça faisait partie de nous. Elles étaient demoiselles d'honneur à son mariage. Elles ont vu la naissance de Jonas. C'était dur d'annoncer. C'était dur aussi pour elles. Et elles ont pris ma peine et ma tristesse. Elles ont pris parce qu'à ce moment-là, moi, à partir de ce moment-là où Déborah est partie, jusqu'à, je pense, la fin des Sheva, je crois que j'étais un zombie. Et qu'il fallait te déplacer. Me dire quoi dire, me dire quoi faire. J'étais un zombie. J'étais plus là, en fait. Pour moi, j'étais avec elle. C'est le choc émotionnel. Ah, pour moi, j'étais avec elle. Bon, je vais pas dire c'est normal, mais... Parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a une partie de moi qui est partie aussi. Et que je pense aussi qu'à ce moment-là, j'aurais préféré moi partir. J'aurais pas voulu vivre ça. Et pour moi, c'était pas juste. Parce que Déborah était en bonne santé. Qu'elle avait la vie devant elle. Et que moi, j'ai toujours été malade. Et qu'on m'a toujours dit que j'allais mourir. Donc pour moi, c'était juste que c'était moi qui meurs et pas elle. J'ai eu un peu cette culpabilité du survivant que j'ai un peu toujours. Moins, mais que j'ai un peu toujours. Parce que pour moi, c'est pas logique. Pourquoi prendre une femme qui est en bonne santé, qui n'a rien ? Bien sûr que je mérite de vivre aussi. Mais elle méritait pas de mourir. Et à choisir, j'aurais préféré moi partir. Et je sais pertinemment qu'elle a préféré partir à ma place. Parce que quand je vois ma souffrance, j'imagine la sienne, comment elle aurait été. Et je pense que c'est le seul soulagement que j'ai de dire qu'elle n'aura jamais cette souffrance. Parce que quand on n'est que deux, il y a un certain côté âme sœur en fait, qui se crée. C'est comme les deux parties d'un cœur. Et on ne pense pas perdre cette partie de son âme sœur. Les parents, ça fait partie, malheureusement, les grands-parents, malheureusement, ça fait partie. Mais sa sœur, son enfant, mes parents, ils ont perdu leur enfant, leur fille aînée, leur bébé. Mon beau-frère, il a perdu sa femme. Et mon neveu, il a perdu sa maman à 1 an. Donc, ça a été très, très, très violent. Et les heures qu'on suivit aussi, ça a été dur parce que même pas 2 heures après, on parlait déjà d'enterrement. Je les entendais, ils parlaient, ils disaient pour l'enterrement. Et je crois que c'est Sarah justement que j'ai regardé, j'ai dit « Mais ma soeur, elle vient de mourir, pourquoi ils veulent l'enterrer ?» Elle m'a dit « Bah chérie, on va pas la laisser comme ça. » Tu sais, parce que moi, dans ma tête, pour moi, elle est là. Elle est pas morte, donc forcément, enterrement, c'est le deuil, vraiment. Et moi, donc, j'étais pas là. On m'a ramenée à la maison. On a essayé de me faire dormir, de me faire manger. C'était très dur parce que je voulais rien, je voulais pas dormir, je voulais pas manger. J'ai essayé de m'occuper de Jonas, mais c'est plus mes amis qui s'en sont occupés que moi, honnêtement, à ce moment-là. Parce que pareil, j'arrivais pas à... T'étais en mode spectatrice, quoi. Ouais. C'est comme si que j'étais spectatrice de ma vie, mais que je voulais pas. Oui, bah oui. À ce moment-là, c'est horrible, mais j'aurais encore une fois préféré partir. Même si, depuis, j'ai vécu des choses qui font que c'est bien que je sois en vie. Mais c'était trop dur à supporter. Et en fait, je souhaite ça vraiment à personne. Je souhaite ça à personne. C'est une douleur que si j'additionne tous les traitements, tous les médicaments, toutes les souffrances physiques qu'on m'a données dans ma vie, c'est pas le quart du mal que j'ai senti à ce moment-là. C'est même pas le quart. Aucun être humain ne mérite de vivre ça. Et encore, je me dis, moi, même si c'est très dur, mes parents, tu mets un enfant au monde, tu le portes 9 mois dans ton ventre, tu le fais grandir, il se marie, il a des enfants, et il meurt. Avant toi. C'est pas normal. C'est pas humain. Ça fait trop mal pour que ça soit humain, en fait. Et en fait, et le lendemain matin, quand je me suis levée, j'ai dit à mes copines, vous vous rendez compte que là, on va enterrer ma sœur. C'est la première phrase que j'ai dit en me levant. Et elles m'ont regardée. Elles savaient même pas quoi me dire. Elles m'ont regardée. Je crois qu'elles se sont toutes mises à pleurer. Presque toutes. Mais... Et donc après, bien sûr, il y a eu l'enterrement. Il y a eu la semaine de deuil. Alors, c'est des moments où on te dit c'est les plus durs. Moi, je suis pas d'accord. La semaine de deuil, t'as 50, 100 personnes qui viennent te voir. Quand la semaine de deuil, elle est finie, t'es chez toi. T'as plus ta sœur. T'es toute seule. Et c'est là que c'est dur. Et c'est là que tu ressasses. Et c'est là que tu culpabilises.
Et c'est là que tu te rends compte, plus les jours y passent, que tu peux plus lui parler, que tu peux plus la voir, que tu peux plus la prendre dans tes bras. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et tu culpabilises et tu en es mal. Moi, les premiers mois, mes amis m'ont quand même emmené en vacances. Mon mari m'a quand même emmené en vacances. Mais j'ai passé la moitié des vacances à être mal. Je regrette pas. Au début, je voulais pas partir, mais je regrette pas d'avoir été. C'est ça, parce qu'après, souvent, après un deuil, après un enterrement, voilà, c'est un peu la dépression. C'est ça, totalement. C'est le coup de mou. En plus, tu as perdu quelqu'un de proche, de très proche, tu vois. Comme ta mère, c'était un peu comme ta mère. Exactement. Elle t'a élevé aussi. Donc, elle m'a élevée totalement. Ça joue. Ma maman, quand j'étais petite, que Déborah était petite, elle est partie s'occuper de ma grand-mère. Déborah qui s'occupait de moi, qui m'emmenait à l'hôpital, qui me faisait mes piqûres, qui parlait au médecin. Elle était petite aussi. Qui faisait à manger, qui faisait le ménage. C'était une petite maman, quoi. C'était une petite maman. Déborah, elle m'a appris, par exemple, à bien ranger mes affaires. Je ne l'écoutais pas, faut dire ce qui est. Parce que Déborah était très maniaque. C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, elle sera arrivée au local, 5 minutes. Je te donne 5 minutes, elle te range tout. Elle était très maniaque, tout devait être à sa place, tout devait être en ordre. Et il y avait moi à la maison. Pas du tout maniaque, très bordélique. Qui aimait beaucoup le fouillis. Des grosses disputes en perspective. La pauvre. Mais c'était des disputes très drôles. Hein. Et donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qu'elle m'a appris. Et en fait, donc, les mois qui ont suivi, il y a eu beaucoup de culpabilité. Par exemple, même mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire, mais j'étais pas là. Ouais. J'étais malheureuse. C'est horrible, mais j'étais malheureuse. Et même pour mon mari, ça a été très dur parce qu'il comprenait pas... Enfin, il comprenait mon mal-être. Et c'était dur pour lui, il avait de la peine, mais ça le faisait mal de me voir aussi malheureuse. Il me disait, mais t'es heureuse avec moi? Je dis, bien sûr, avec toi, je suis heureuse. Heureusement que t'es là. T'es mon tout, t'es ma vie, t'es ma moitié. Mais il me manque ma sœur. Je peux pas avancer dans la vie, en fait, sans elle. C'est pas possible. Faut que ça s'arrête. Je veux pas vivre comme ça. Et je voyais mes parents qui disaient l'hôpital public a tué ma fille, ma fille, je sais pas de quoi elle est morte. Des phrases comme ça, c'est dur à entendre. Donc j'ai voulu récupérer son dossier médical. Et c'est de là qu'a commencé l'association. Je suis arrivée à la Pitié-Salpêtrière. J'ai revécu sa mort. Je suis arrivée sur une secrétaire médicale qui limite a pleuré, qui m'a dit, mais l'histoire de votre sœur, elle nous a marqué à tous. Hein. Donc je rencontre un des médecins qui s'occupait d'elle, qui m'a donné son dossier médical, qui m'explique bien ce qu'elle a eu, en détail. Ouais. Donc Déborah, elle a eu une endocardite infectieuse. Donc une endocardite infectieuse, c'est une infection de la paroi interne du cœur. Et elle a eu ça parce qu'elle avait un abcès dans la bouche qu'elle n'a pas soigné. Donc c'est une bactérie dans la bouche qui a atteint sa circulation sanguine et donc son cœur. Et que Déborah, en plus de ça, avait une malformation du cœur, qui s'appelle une bicuspidie aortique. En gros, on a 3 couches qui protègent une valve qui s'appelle la valve tricuspide. Okay. Qui permet... c'est une valve du cœur. Déborah, elle n'avait que 2 couches. En termes vulgarisés, on va dire qu'elle avait un petit trou dans le cœur. C'est pas très grave, on peut très bien vivre avec, mais dans un cas d'endocardite infectieuse, c'est un open bar à la bactérie, en fait, finalement. Donc ça a aggravé l'endocardite et ça a permis, malheureusement, que ça aille encore plus vite. Donc il m'explique tout ça, et je lui dis, mais il y a quoi sur l'endocardite infectieuse? Il y a une association, il y a des groupes de parole, il y a une association de patients. Il me dit, il n'y a rien. Il y a une association de médecins, mais c'est tout. Je le regarde, je fais, faut créer une association. Il me fait, je t'en prie. J'ai fait, oui. Ah, vous avez dit ça comme ça? Oui, je vais le faire. Et je suis sortie de là-bas. Je suis rentrée là-bas très mal. Je suis sortie de là-bas avec le sourire. J'étais bien. J'étais heureuse. Je me suis dit, j'ai trouvé un peu le moyen de la ramener. D'une certaine manière. Et pourquoi pas? Tu t'es dit? Je me suis dit, pourquoi pas. Ouais. J'appelle ma mère, je lui explique tout ce qu'elle a eu Déborah. Ma mère, elle se met à pleurer. Merci, ma vie. Mon beau-frère, pareil, je l'appelle. Merci. Parce que mon beau-frère a culpabilisé. Il croyait que c'était à cause du fait qu'elle était enceinte qu'elle est décédée. Ce qui n'a rien à voir.
Et rien que de voir leur soulagement, je me suis dit, c'est ça, en fait. Rien que ça, tu vois. Aujourd'hui, mes parents, ils expliquent ce qu'est l'endocardite infectieuse. On est passé de je ne sais pas de quoi est décédée ma fille à accompagner des parents comme eux qui perdent un enfant d'une endocardite infectieuse. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de créer l'association Déborah. Pour ne plus jamais qu'un jour on entend une sœur ou une femme ou une maman venir et dire j'ai perdu quelqu'un que j'aimais d'une endocardite infectieuse. C'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut faire quelque chose. Et donc l'association Déborah est née. Voilà. Pourquoi l'association s'appelle Déborah du coup? Alors parce que Déborah, donc déjà c'est son prénom bien évidemment, mais je voulais pas juste donner l'association, je voulais pas donner juste son prénom parce qu'elle s'appelle Déborah. Je voulais qu'il y ait un impact, que ça ait un rapport avec l'endocardite infectieuse. Et du coup, donc Déborah, D comme dépistage, et E comme endocardite. Ma maman a très bien choisi son prénom. B comme bilan de prévention, O comme orientation, R et A comme recherche appliquée. Dépistage de l'endocardite, bilan de prévention et orientation de recherche appliquée. C'est exactement tout ce qu'on fait dans l'association Déborah. Donc son prénom a très bien été choisi. Bon, on va revenir du coup sur le moment où tu as créé l'association. Est-ce que toi, quand tu es sorti, du coup, tu t'as dit « Ah bah je vais créer une association ». Est-ce que c'était une décision évidente pour toi? Oui. Pour moi, c'était logique. Parce que je voulais faire quelque chose. Je voulais que... En fait, j'avais envie de combattre cette maladie, en fait, de faire quelque chose. C'est pas possible qu'il y ait une maladie aujourd'hui qui tue 6000 personnes par an, que personne ne fasse rien. Rien que moi, ma sœur, je trouve qu'elle vaut la peine qu'on se batte. Pour moi, c'était évident. À l'instant où je suis quittée la Pitié-Salpêtrière, je voulais créer l'association. Et à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant, mon but, ça a été que de lutter contre l'endocardite infectieuse. Par tous les moyens possibles et imaginables. Dont la prévention. La prévention qui est quand même 90% de ce que fait l'association Déborah. C'est pour ça qu'on est là, aujourd'hui. Et le jour où l'association elle a existé officiellement, donc en fait tu t'es enregistré, c'est comment ça se marche? Alors, c'est très compliqué à organiser. Est-ce que toi, tu as ressenti le jour où tu as créé l'association et que c'était validé et que c'est bon que tu étais une association? Enfin, J'ai voulu qu'elle soit créée le jour de l'anniversaire de Déborah. Donc le 16 mars. Déborah, elle est née le 16 mars. Je voulais que l'association soit créée ce jour-là. Donc j'ai fait les statuts pour que l'association soit déclarée officiellement le 16 mars. Donc l'association Déborah a été créée le 16 mars. Donc on a ouvert une page Instagram, un site internet, et on a commencé à parler de nous. Donc la première étape, Marseille. On est parti à l'hôpital de la Timone rencontrer le professeur Habib qui s'occupe de beaucoup de cas d'endocardite en France. Donc on lui a parlé un petit peu de notre combat. Forcément, au début, j'ai eu beaucoup de retours négatifs de professionnels de santé. Je vois pas l'intérêt de créer une association pour 3 patients qui se battent en duel. Ça m'a pas du tout arrêté. Ça a été tout l'inverse. Aujourd'hui, la plupart des professionnels de santé qui m'ont dit ça veulent travailler avec nous. Et aujourd'hui, on a la chance dans l'association Déborah de devoir dire on ne peut pas faire de projet pour l'instant, il faut réunir dans quelques temps. Ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, on est sur 3 projets de recherche d'éducation thérapeutique du patient. On ne peut plus malheureusement en prendre d'autres parce que 3, il faut s'accorder, il faut vraiment y mettre vraiment de son temps, de son énergie. Ça prend du temps, les projets. Donc, on a la chance de refuser ou de reporter des projets. Alors bien évidemment, on a envie de faire encore plus, mais on a cette chance parce qu'à l'époque, quand on a créé l'association, c'est nous qui venions vers les professionnels de santé et qui disaient on veut travailler avec vous, on veut créer des projets. Là, aujourd'hui, on est obligé de ralentir un petit peu la cadence parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de nous. Donc c'est génial. Bien évidemment, on aimerait faire encore plus et on aimerait pouvoir faire 6 projets à l'année, 12 projets à l'année. Mais on y va doucement et efficacement en fait. Donc c'est ça qui est génial, c'est vraiment qu'au début, on nous a dit mais il n'y a aucun intérêt de créer une association. Et bien évidemment, ça ne nous a pas arrêtés. Bah oui. Ah mais moi tu me dis n'y Après, va moi, pas, j'ai j'y pris vais le train encore en plus. marche, mais... Ah moi tu me dis n'y va pas, j'y vais encore plus. Mais quand tu m'as proposé déjà de faire le content et le social media, etc., comment dire, moi, j'ai pas trop participé à des milieux associatifs dans ma vie, ça me parlait pas forcément.
Mais bon, comme tu as amené vraiment le truc comme un projet vraiment... c'est concret, quoi. Bien sûr. C'est pas nébuleux où tu as compris... t'as été à Marseille, tu as été à... C'est quoi la ville déjà? Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, là, Strasbourg. Voilà, t'as fait un bon tour de France hein, pour Orlando Cardite, le podcast avec les mademoiselles, là. Il Oui, est là. cœur battant. Si Voilà. vous voyez cette vidéo, on pense fort à vous. Et puis, ouais, franchement, moi j'étais un peu aspiré par le projet parce que j'aime bien, comme il y a des événements. Tu sais, Ouais, c'est vrai. il y a ce genre tout ça Puis aussi. on parle aux enfants, aux personnes âgées, à des personnes qui sont plus vulnérables et qui ont besoin d'être sensibilisées à tout ça. Et qui nous écoutent surtout. Moi, ça me va tant au cœur quand j'entends un enfant qui me dit bah, maintenant je ferai attention à mes dents, c'est important pour mon cœur. J'ai réussi, c'est bon. C'est le job. Ouais, tout à fait. Exactement. Faut réussir à sensibiliser proprement. Ouais. Et puis Si la pêche au chicot, c'était sympa cette année. La pêche au chicot était incroyable cette année. Le coin lecture des petits loulous était vraiment incroyable. Moi, j'avais envie de m'y poser et de faire une sieste, j'avoue. Et j'avais envie de lire ce que moi, j'avais fait. Ça n'avait aucun sens, mais voilà. Après, on a beaucoup d'artistes dans l'association. Petit coup de cœur à notre talent artistique de l'association. Heureusement, parce que moi, honnêtement, même dessiner un cœur, j'ai du mal. Donc, mais heureusement, on a de tout dans l'association. On a des gens qui s'occupent de la gestion, qui ont la partie communication. On a la partie artistique. On a la partie tout. Gestion. Logistique. Et moi, un peu... Nourriture. Friteuse. On a vraiment un peu de tout dans l'association. Et finalement, même si on est tous une famille en dehors de l'association, je trouve que dans le cadre de l'association, c'est la même famille, mais de manière différente. Oui, tout le monde se complète plus ou moins. Oui. Moi, j'ai on a tous nos forces et nos faiblesses. On va surtout, bien évidemment, mes bénévoles d'amour que je remercie chaque jour pour ce qu'ils font dans l'association. Parce que sans eux, l'association Déborah n'existerait pas. Donc, bien évidemment, les membres de l'association Déborah, c'est chacun qui donne à sa manière, comme il peut. Voilà, il y a, comme j'ai dit, il y a des artistes dans l'association, il y en a qui sont plus dans la gestion, il y a un peu de tout. Et en fait, bien évidemment, je pense à mes bénévoles, parce que l'association Déborah ne serait pas la même sans les bénévoles. Chaque année, ils sont là au rendez-vous pour notre journée bien prendre soin de son cœur. Ils apportent tous une petite touche à l'association et vraiment, comme dans chaque association, vraiment, les bénévoles, c'est le cœur de l'association. Et je les remercie pour ça infiniment et j'espère qu'ils feront partie de l'aventure encore longtemps. Et question finale pour cette partie, en tout cas. Si tu pouvais parler aujourd'hui à Déborah, 1 minute, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, si je pouvais parler à Déborah, c'est très dur comme question. On me l'a jamais posé. C'est très dur. Je crois que c'est limite pire que de raconter sa mort. Pour moi, en tout cas. Il y a moyen que je pleure. Désolée d'avance. Donc, si je pouvais parler à Déborah 1 minute... ce que je lui dirais déjà, c'est que j'espère qu'elle est bien là où elle est. J'espère qu'elle souffre pas. J'espère qu'elle est heureuse. Et j'espère qu'elle est en paix. Que je suis désolée de pas avoir pu voir ce qu'elle avait plus tôt. Que j'espère qu'elle sait que je m'occupe de Jonas et que je veille sur lui comme j'espère elle l'aurait voulu. Que j'espère que ce que je fais dans l'association la rend fière. Que c'est utile. Que ça lui fait du bien. Que j'espère que je la dérange pas à chaque fois à pleurer et à lui parler. Que ça l'empêche pas d'être en paix. Et que qu'elle me manque terriblement. Que chaque jour, le manque, il est de pire en pire. Et que j'ai déjà hâte qu'on se retrouve. Même si je sais que si c'est trop tôt, elle va me renvoyer. Mais voilà, et que je l'aime. Et que je l'aime au-delà de ce qu'on peut décrire. Et que j'espère que je lui ai dit assez quand elle était en vie. Qu'elle savait à quel point je l'aimais. Mais qu'elle sait qu'elle était une femme incroyable, en fait.
qu'elle sait la valeur qu'elle avait et qu'elle sait qu'elle était aimée et que je l'aimerai toute ma vie, quoi. Et je pense que... Et oui, je pense qu'à l'instant où je partirai de cette terre, la première personne que je verrai, c'est elle. Et que ce moment, pour le coup, j'ai hâte de la revoir. Et que voilà, et que merci d'avoir été une sœur aussi exceptionnelle, aussi folle, d'avoir été une petite maman, une petite sœur, une grande sœur, tout ça à la fois. Et que je voudrais rien changer à tout ce qu'on a vécu. Que même si aujourd'hui j'en souffre énormément, je regrette pas. Je suis fière d'avoir une sœur comme elle. C'est génial. Voilà, c'était plus qu'1 minute. C'est trop beau. Voilà,